Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième table ronde des 24 heures du climat intitulée Cultiver la terre, durant laquelle nous essaierons de comprendre comment diminuer les émissions azotées du secteur agricole. Et avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons une intervention de Monsieur Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, pour présenter le sujet. Bonjour à toutes et tous. Les 24 heures du climat sont une formidable initiative pour réunir l'ensemble de la société et aborder ce sujet majeur qu'est le changement climatique. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, je tenais à m'associer à cette mobilisation. L'agriculture fait face au changement climatique, mais elle est aussi un acteur de cette lutte. Le changement climatique est devenu une réalité concrète pour nos agriculteurs, qui sont confrontés au quotidien à des aléas climatiques de plus en plus fréquents et intenses. Nous le voyons encore ces derniers jours. Le changement climatique met aussi en péril notre souveraineté alimentaire, car c'est bien de cela dont il s'agit. De l'ouest à l'est de la France, des éleveurs sont en difficulté pour les fourrages nécessaires à l'alimentation de leurs animaux. Du nord au sud, des agriculteurs voient leur rendement affecté par le manque d'eau ou de nouvelles épidémies. Et ces enjeux, ils sont donc au cœur du plan de relance que nous avons présenté il y a quelques jours. Par exemple, sur la question de l'élevage, je ne me résous pas au fait que nous importions du soja brésilien pour nourrir nos animaux. C'est une question de souveraineté alimentaire et d'une souveraineté protéique. C'est pourquoi le plan de relance va consacrer plus de 100 millions d'euros à un grand plan de production de protéines végétales en France et en Europe. C'est à mes yeux indispensable et c'est quelque chose qui sera extrêmement bénéfique vis-à-vis du changement climatique. Un autre axe important du plan de relance est le financement d'agroéquipements pour aider les agriculteurs à développer une agriculture plus résiliente qui consomme moins d'intrants et qui a donc besoin de moins de ressources. Mais ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui sont impactés par ce changement climatique. À travers eux, nous le sommes tous. Le confinement, d'ailleurs, a rappelé à chacun le rôle nourricier de celles et ceux qui travaillent quotidiennement pour produire notre alimentation. Et nous sommes aussi acteurs par notre consommation. Les Français le disent, ils souhaitent pouvoir se nourrir avec des produits frais et locaux, respectueux de l'environnement. Le plan de relance prévoit donc de soutenir fortement ces modes de consommation, notamment en circuit court, qui se développent dans tous les territoires, à la fois via la consommation individuelle, mais aussi dans les cantines scolaires ou la restauration collective. Et puis je n'oublie pas aussi l'impact du changement climatique sur nos forêts, qui souffrent du réchauffement global qui met à mal certaines espèces. Or, la forêt, comme l'agriculture, sont aussi de formidables pourvoyeurs de solutions. La forêt française est un poumon vert. La forêt, et notamment la filière forêt-bois, compense environ 20% des émissions françaises de CO2. Elle a donc le potentiel pour jouer un rôle encore plus grand, comme l'indique la stratégie nationale bas carbone. Et mon objectif est d'amplifier son rôle de puits de carbone. Pour cela, nous devons par exemple favoriser le recours aux solutions biosourcées comme le bois dans la construction. Et puis dans le plan de relance, j'ai décidé de consacrer 150 millions d'euros à un grand plan de reboisement en aidant les propriétaires, forestiers publics et privés, à renouveler et à diversifier leurs forêts. L'objectif est d'augmenter leur résilience en diversifiant les essences et en orientant la sylviculture au service du développement du bois. Je crois que c'est là un élément extrêmement important qui permettra d'augmenter la résilience et de faire en sorte que la filière bois participe encore plus fortement à la lutte contre le changement climatique. L'agriculture aussi est un acteur de la lutte contre le changement climatique. Les sols, on l'oublie parfois, constituent le premier stock de carbone biologique mondial après les océans et les roches sédimentaires. L'initiative 4 pour 1000 part de ce constat. Le potentiel de stockage, il est immense. Les agriculteurs et les forestiers sont donc des acteurs capables d'aider le monde vivant à jouer ce rôle d'amortisseur climatique. C'est essentiel. Trouver les solutions ne peut pas se faire sans eux ou contre eux, mais avec eux. Le rôle de mon ministère est d'être à leur côté pour les accompagner, pour qu'ils puissent s'adapter et être plus résilients face aux aléas du changement climatique, mais également pour qu'ils puissent mieux se protéger et pour qu'ils puissent plus facilement mettre en place des stratégies pour gérer le risque.
La politique agricole commune, je voudrais terminer par cela, elle accompagne également les agriculteurs sur le changement climatique. Un exemple, l'assurance récolte qui permet de compenser lorsqu'il y a des dégâts liés à ces aléas climatiques. La politique agricole commune contient aussi des outils d'accompagnement dans la transition agroécologique pour favoriser des changements et accélérer les transitions. Par exemple, elle contient des mesures pour inciter au stockage de carbone dans les sols. Évidemment, il y a un enjeu très important qui est la négociation de la prochaine PAC, qui doit accompagner et perdurer afin d'améliorer les dispositifs liés à l'agroécologie et à la lutte contre le changement climatique. Au final, mesdames et messieurs, vous le voyez, l'agriculture, c'est la combinaison de deux facteurs, le temps et le sol. Le sol, c'est notre richesse. Le sol, il se cultive, il se chérit. Le temps, c'est ce à quoi on doit s'adapter. Et toutes nos politiques agricoles, elles doivent être mises en perspective face à cette temporalité. Il y a des enjeux de temps court, il y a aussi des enjeux de temps long. Et lorsque nous ne nous inscrivons pas dans cette longue temporalité, alors nous subissons et parfois nous arrivons dans des impasses. C'est cette notion du temps que je voudrais mettre au cœur du volet agricole de mon action au sein du gouvernement. Je crois que c'est essentiel de préparer dès à présent l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi des 20 prochaines années. Et cette agriculture, cette politique forestière, elle doit prendre en compte à la fois son rôle positif pour lutter contre les causes du changement climatique, mais également être accompagnée pour lutter contre les conséquences sur leur activité des aléas du changement climatique. Les enjeux sont donc grands, voire immenses, et je suis sûr que vos débats aujourd'hui seront riches. Je vous souhaite d'excellentes discussions. Je suis une nouvelle fois désolé de n'être là physiquement parmi vous, mais je regarderai avec grande attention les conclusions de vos débats. Bonne journée à toutes et tous. À très bientôt. Merci beaucoup à Monsieur le ministre pour ces quelques mots d'introduction. Faire des agriculteurs des acteurs du coup de la lutte contre le changement climatique et les préparer à s'adapter demain au changement climatique, c'est l'invitation que nous lance Julien de Normandie aujourd'hui. Et lorsqu'on parle des émissions agricoles, on parle souvent du méthane, c'est-à-dire du secteur de l'élevage, et on oublie souvent aussi que le protoxyde d'azote, le N2O, est une émission majeure du secteur, en fait à part égale à peu près avec le méthane, si on considère l'ensemble des émissions agricoles. Et ce protoxyde d'azote, du coup, est émis par les utilisations d'engrais, que ce soit des engrais organiques, on pense aux lisiers, aux fumiers ou alors aux engrais minéraux tels que les ammonitrates. Toute la difficulté de réduire ces émissions vient du fait qu'en fait, ces engrais sont évidemment essentiels pour garantir les rendements et avoir assez du coup et fournir, garantir la souveraineté agricole de la France. La stratégie nationale bas carbone, la SNBC, dont nous reparlerons, exige une réduction de 10% environ des émissions azotées pour le secteur agricole. Tout l'enjeu que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui, c'est comment baisser de 10% ces émissions tout en parvenant à continuer à renouveler la fertilité de nos sols. Aujourd'hui, avec moi pour répondre à cette question épineuse, nous avons Isabelle Valentin, députée Les Républicains de la première circonscription de Haute-Loire. Bonjour Madame la députée. Bonjour, bonjour à tous. Également avec moi, Ophélie Rissler, vous êtes chef du département de lutte contre l'effet de serre au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Anne-Laure Sablé, vous êtes chargée de campagne agriculture au sein de l'association Les Amis de la Terre et vous travaillez particulièrement sur le sujet des engrais. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et Olivier Dauger, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, mais vous êtes également élu au sein de la FNSEA, le syndicat majoritaire agricole, et référent climat au sein du syndicat. Bonjour à tous. Bonjour. Isabelle Valentin, ma première question sera pour vous. Vous êtes députée, mais vous êtes aussi femme de maraîcher et très impliquée sur l'exploitation, je crois, même au titre de salarié. Peut-être est-ce que vous pouvez nous dire comment votre mari, justement, il gère cette question des engrais sur l'exploitation? Alors, on a tout d'abord une petite exploitation maraîchage, qui est une entreprise familiale, puisqu'on exploite 5 hectares, dont 1 hectare couvert. Pour nous, le sol, c'est notre outil de travail et c'est quelque chose auquel on fait très attention
parce que si on abîme son outil de travail, on n'a plus rien et effectivement, on n'a plus de production. Donc, on n'est pas en bio, on est en culture, je ne sais même pas si on est en culture raisonnée, peut-être moins que ça. On fait beaucoup de rotations de culture chez nous parce que au niveau des légumes, c'est extrêmement important. Les rotations de culture sont extrêmement importantes. On fait très attention à la gestion de l'eau parce que on sait qu'aujourd'hui, l'eau est un vrai souci avec le changement climatique. On l'a vu cet été chez nous, on n'a vraiment rien eu. On a eu aucun orage, on a eu vraiment rien au niveau de la pluie. Donc, très attention, très précautionneux au niveau de la gestion de l'eau. Et puis, chez nous, on bine, c'est-à-dire qu'effectivement, on désherbe manuellement toutes nos cultures. Je crois que si on veut avoir un beau produit, il faut qu'il soit bien produit et ça rentre effectivement dans un espèce de cahier des charges, en tout cas qu'on s'est fixé, parce que nous, quand on vend du légume, on vend du légume qui a du goût. Merci beaucoup du coup pour cette introduction très terrain. On en est vite dans le vif du sujet. Ophélie Rissler, du coup, à l'autre bout du spectre, je me tourne vers vous. Il se trouve que donc on a une stratégie nationale qui définit les enjeux pour le secteur agricole en matière d'émissions et donc notamment sur ces émissions azotées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'horizon que fixe la SNBC sur les émissions d'azote pour le secteur agricole et peut-être comment ces objectifs ont été fixés? Oui, je vous remercie. Donc effectivement, le protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre, hein. C'est à peu près 10%, un petit peu moins de 10% des émissions en tonnes de CO2 équivalent des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc c'est un enjeu important. Et à peu près à part égale avec le méthane. Donc, effectivement, la stratégie nationale bas carbone, qui est la stratégie française de réduction de gaz à effet de serre, dont la nouvelle version, donc la deuxième édition, a été adoptée par décret en avril 2021, fixe à la fois une trajectoire de réduction d'émissions, tout gaz à effet de serre confondu, atteignant l'objectif de neutralité climatique en 2050, et des orientations de politique publique afférents à qui doivent permettre d'atteindre cette trajectoire. Elle fixe également au droit de la trajectoire des budgets quinquennaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc les trois prochains ont été fixés par décret, 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2034. Donc d'une certaine manière, elle fixe un plafond d'émissions un peu plus en dur jusqu'en 2034. Pour aller directement sur la question du protoxyde d'azote, elle est finalement sur des objectifs à moyen terme, à court terme, qui sont relativement faible, c'est-à-dire qu'on est sur une réduction de l'ordre du pourcent en fait sur le prochain budget par rapport aux émissions 2018. Donc une stabilité et une légère baisse avec des émissions à plus long terme plus important, hein. On passe d'une réduction de 15% en 2030 par rapport à 2005 et puis 45% en 2050. C'est à la fois assez faible et un gros enjeu parce que en fait, les émissions de protoxyde d'azote dans le secteur agricole sont environ stables depuis des années. Donc c'est un sujet sur lequel on a en fait, malgré une identification du sujet et un peu de proactivisme dans le sujet, c'est quand même un sujet qu'on a beaucoup de mal pour l'instant à traiter, en tout cas en termes de résultats d'émissions. Est-ce que pour aboutir du coup à ces plafonds et ces trajectoires, vous avez fait des hypothèses, donc avec des scénarios sous-jacents qui correspondent vraiment à des changements de pratiques sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce que prévoit la SNBC pour les agriculteurs justement dans les 10 ans qui viennent? Oui, alors sur les hypothèses, peut-être juste avant d'arriver sur les hypothèses, un élément à prendre en compte qui est important, c'est la différence d'empreinte carbone, c'est-à-dire d'émissions sur le cycle de vie. Des engrais, des fertilisants minéraux et non minéraux. Et évidemment, tout ce qui est fertilisation minérale, on doit prendre en compte en termes d'empreinte et donc de vue du point de vue de la planète d'une certaine manière, les émissions associées à leur fabrication qui sont
relativement importantes, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs en fonction des types de fertilisants. Ce qui fait que la stratégie en fait, bas carbone, dans les hypothèses qu'on a prises, il y a deux grands axes, une forte amélioration de l'efficience de l'usage de l'azote, avec une réduction du surplus qui passe de 40 kg par hectare et par an à 6 kg par hectare et par an, donc division presque par 4 à l'horizon 2050. Ce qu'il faut savoir dans la stratégie bas carbone, c'est qu'on a une attention forcément prise en première approche forte aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une stratégie qui intègre des enjeux de l'agroécologie et les autres enjeux environnementaux, et qui ne s'est pas uniquement focalisé sur la réduction de gaz à effet de serre. Et c'est donc le surplus azoté qui est aussi un enjeu pour la qualité de l'eau, pour la qualité de l'air, qui est une des hypothèses fortes de la SNBC. La deuxième hypothèse forte, c'est une augmentation très importante de la surface de légumineuses, et donc une surface de légumineuses qui est multipliée par presque 4 entre 2015 et 2050. En termes d'orientation de politique publique, on a les orientations qui sont liées à ces hypothèses, c'est-à-dire un développement important des légumineuses, dans une logique d'économie circulaire, avec un usage, une fermeture en fait du cycle de l'azote et une limitation des intrants en azote, une réduction des excédents d'apport protéique dans les rations animales, et une amélioration de l'autonomie en protéines végétales. Donc il y a aussi toute une logique d'autonomie protéique et de diminution des protéines animales dans les rations. Anne-Laure Sablé, je me tourne vers vous au sein des Amis de la Terre. Donc aussi, vous travaillez beaucoup sur cette question de réduction des engrais. Et vous, de votre côté, vous avez aussi un autre scénario qui s'appelle le scénario TIFA, qui a été développé par l'IDRI et qui vise du coup à supprimer les engrais minéraux. Est-ce que peut-être vous pouvez nous détailler un petit peu ce scénario, surtout nous expliquer s'il est compatible ou non, selon vous, du coup, avec l'ensemble des trajectoires de la SNBC? Oui, alors effectivement, c'est un scénario qui se base sur le fait de transformer l'agriculture européenne, donc à l'échelle européenne, d'ici 2050, pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole européen de 40% et en même temps prendre en considération des enjeux de préservation de la biodiversité. Et donc, ce scénario mise sur le fait d'à la fois sortir des pesticides d'ici à 2050, donc c'est une trajectoire qui est évolutive. On ne parle pas de demain sortir à la fois des engrais de synthèse et des pesticides de synthèse en un claquement de doigts, mais bien sur une trajectoire jusqu'à 2050. Et ils partent de l'hypothèse que finalement, le recours aux pesticides de synthèse est souvent très régulièrement associé à celui des engrais aussi de synthèse. Donc, les engrais de synthèse, on a parlé d'engrais minéraux depuis tout à l'heure. Pour le grand public, il faut bien dire que les engrais minéraux, ce sont en fait les engrais qui sont fabriqués synthétiquement et qu'on appelle vulgairement les engrais chimiques. Depuis 1960, on a eu un recours aux engrais qui a été multiplié par 9 dans le monde, et dans le même temps, on a des émissions de protoxyde d'azote qui ont été multipliées par 2. Donc c'est vrai que le scénario de l'IDRI est très intéressant puisqu'il cherche à la fois à s'affranchir des pesticides de synthèse, mais aussi des engrais de synthèse, pour réduire notamment notre empreinte carbone. Et du coup, ça passe effectivement par un redéploiement massif des légumineuses. Les légumineuses, ce sont ces plantes qui ont la propriété de pouvoir capter directement l'azote de l'atmosphère et ensuite pouvoir fabriquer des protéines qui sont essentielles à la fois pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine. La grande particularité du scénario de l'IDRI, c'est par contre qu'on ne peut pas parler d'un remplacement de l'agriculture actuelle, de la production actuelle, par tout simplement de l'agriculture biologique, puisque sortir des pesticides et des engrais de synthèse, ça correspond à peu près à un cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Le scénario de l'IDRI part du principe que nos régimes alimentaires devront également évoluer pour être des régimes alimentaires plus sains. Et donc là, on a une troisième considération qui entre en jeu, qui est celle de la santé publique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a d'énormes soucis de santé publique liés à la malnutrition. À la fois, on n'arrive pas à nourrir le monde, puisqu'il y a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, mais dans le même temps, on les nourrit aussi assez mal, puisqu'il y a 2 milliards de personnes qui souffrent à la fois de surpoids ou d'obésité. Et donc ça, c'est réellement une façon d'aborder le sujet de façon croisée. Et effectivement, ça passe par un redéploiement, donc je me disais, des légumineuses, ce qui colle effectivement avec la stratégie nationale bas carbone qui vient d'être présentée par Mme Rissler. Mais il ne faut pas oublier que la stratégie nationale bas carbone, elle avait déjà une première version qui disait à l'époque sur les engrais de synthèse et sur le protoxyde d'azote qu'il faudrait réduire entre 2010
et 2035 de 30 kg d'azote par hectare en France. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit si on regarde les chiffres? Alors, j'ai pris les chiffres européens de 2007 et de 2018, donc sur un espace-temps d'un peu plus de 10 ans. En 2007, on consommait environ 81,6 kg d'azote par hectare. En 2018, on a 86,9 kg d'azote par hectare. Donc, la trajectoire de réduire de 30 kg d'azote par hectare en 25 ans, entre 2010 et 2035, pour l'instant, ne tient pas du tout, ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi encore à activer les leviers pour transformer réellement cette approche-là. Merci Olivier Dauger. Du coup, je me tourne vers vous. J'imagine que vous allez peut-être aimer réagir à ces propos. Et déjà aussi, sur cette idée d'augmenter la surface de protéagineux, en fait, on sait que, je crois, au détour au détour des années 1990, la surface de protéagineux en France a été de l'ordre de 750 000 hectares. Aujourd'hui, on est aux alentours de 230 000. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour diminuer du coup cette surface et qu'est-ce qu'il faut faire pour demain du coup multiplier cette surface par 4 comme le prévoit la SNBC? Bonjour à tous. Oui, non, c'est l'histoire des protéines et de l'Europe ne date pas d'hier. Hein. C'est les accords internationaux à la sortie de la guerre, les accords de Marrakech et tout ça, qui ont dit que l'Europe s'occupait des céréales et l'Amérique s'occupait des protéines. On retrouve toujours ça et c'est le véritable problématique. Pourquoi les prix, pourquoi les hectares baissent? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est que justement les accords internationaux et les techniques employées dans ces pays-là, OGM ou autres, font que la production de protéines chez nous ne sont pas compétitives. Et la deuxième, c'est que l'Europe, depuis 40 ans, n'a rien investi en termes de recherche, en termes de développement de filières sur ces protéines. C'est pour ça qu'on parle d'un plan protéines aujourd'hui. Ce n'est pas le premier. Ça fait 30 ou 40 ans que régulièrement, au niveau européen ou français, on parle d'un plan protéines. J'espère sincèrement que ce soit le bon, parce qu'il ne peut y avoir de développement de protéines que si on prend en cause et la recherche d'un côté et les accords internationaux de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut revoir aussi ces accords internationaux. Si on produit les protéines, il faut pouvoir les vendre chez nous. Il ne faut pas être mis en concurrence avec des produits sur lesquels on ne peut pas être concurrent parce que les techniques ne sont pas les mêmes, parce qu'un certain nombre de choses font. Donc voilà, on est véritablement, c'était dit par la DGC, je suis d'accord, il faut avoir une approche globale d'agroécologie, mais il faut aussi avoir une approche globale de structure commerciale, de structure de filière. Aller sur un marché alors qu'on n'est pas compétitif, on sait que ce sera très compliqué. Ça fait partie de l'enjeu, j'entends les Amis de la Terre 2050, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux à résoudre pour arriver là. Le premier enjeu à résoudre, c'est comment on arrive à protéger nos marchés, comment on arrive à faire en sorte que ce que l'on veut pour nos marchés se retrouve aussi dans les produits qu'on importe. Et ça, c'est un vrai défi sur les protéines. On ne développera pas la protéine si derrière, il n'y a pas cette véritable volonté de remettre en cause un certain nombre de choses. Et alors, vous, justement, au-delà de tous vos mandats, vous êtes quand même aussi avant tout exploitant agricole et vous avez notamment une surface assez importante de protéagineux et oléagineux sur votre exploitation. Peut-être nous expliquer comment vous y êtes arrivé personnellement à augmenter votre Moi, surface. je suis sur une exploitation quand je suis dans le département de l'Aisne, mais en bordure de la Marne, donc dans ce qu'on appelle la Crête Champagne, qui est une terre pas très riche naturellement. C'est la terre où notamment pousse la luzerne et ce genre de production, parce que ça enrichit la terre, parce que c'est bon en termes racinaires. Donc c'est vrai que moi, sur mon exploitation, j'ai 25 à 30% de protéagineux. Je suis un peu atypique, mais c'est un petit peu lié dans mon secteur au type de terre. Pourquoi? C'est parce que agronomiquement, dans nos terres, c'est bon. C'est parce que en termes d'azote, c'est sûr qu'on met moins d'azote quand on fait 30% de ce type de production. Donc ça fait partie des choix. Il faudrait généraliser évidemment ça, mais on ne pourra généraliser ça que, encore une fois, si on arrive à développer véritablement les marchés, pas protéger, parce que je n'aime pas le terme protection, voilà, mais en tout cas que la règle du jeu soit la même pour toutes les productions qui rentrent dans la consommation européenne demain. Et ça, c'est un vrai défi. On ne pourra développer cette agroécologie au niveau commercial, parce qu'il faut les déboucher au niveau technique, c'est faisable, au niveau commercial, que si on en tient compte derrière. Mais c'est l'intérêt général. Ça a été dit, hein, je rejoins ce qu'a dit la DGEC, je rejoins même en partie ce que disent les Amis de la Terre. On a besoin d'avoir une vision globale, d'avoir une vision de système, d'avoir une vision d'assolement pour améliorer les choses. Et on pourrait diminuer, si on augmentait fortement ces productions-là, évidemment, on pourrait diminuer l'azote. Sur l'azote, quand même, il ne faut pas oublier aussi d'où vient l'azote organique. Je pense qu'il y a un débat aussi derrière.
L'azote organique vient quand même de l'élevage, donc il faut se poser la question des débats sur l'élevage aujourd'hui et sur l'engrais organique. L'élevage a beaucoup de défauts peut-être, mais l'élevage entretient les prairies et apporte de l'engrais organique. Je pense aussi à la méthanisation, je ne rentre pas dans le détail, mais demain, si on décide de sortir progressivement du minéral, il va falloir aussi avoir le gisement organique d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un vrai débat d'économie circulaire aussi. Madame Valentin, je me tourne vers vous. Monsieur Dauger évoquait juste maintenant justement la question de la commercialisation. C'est bien beau de faire des protéagineux, mais si je n'ai pas de marché derrière, si je ne peux pas le vendre, ça va quand même être très compliqué. Il se trouve que vous êtes quand même la députée d'un département qui a réussi en matière de protéagineux avec les lentilles, le département de la Haute-Loire qui est donc connu pour les lentilles du Velay. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer le succès de cette filière lentille chez vous et peut-être quels sont les enjeux actuellement pour la lentille dans votre département? Tout à fait. On a la chance d'avoir donc dans le département la lentille verte du Puy, qui est une AOP, qui chez nous est une petite niche et qui permet un revenu supplémentaire à nos agriculteurs quand effectivement ça fonctionne et quand on peut avoir l'eau suffisante pour qu'on ait les rendements adéquats. La lentille est reconnue pour ses qualités gustatives et ses qualités culinaires. Donc, c'est une légumineuse. Elle permet en fait un très bon complément, et je rebondis sur ce que me disait M. Dauger, avec l'élevage, puisque nos agriculteurs font de l'élevage et font aussi cette lentille en complément. Donc, on a une rotation de culture. Sur la lentille demande, donc ça a déjà été dit, mais la lentille, c'est une légumineuse et ça ne demande pas d'apport d'engrais l'année de la culture. Donc, pas d'apport d'azote, pas d'apport de… Par contre, ça en restitue sur le sol. C'est-à-dire qu'après une lentille, vous faites un blé, vous faites un seigle, vous faites autre chose. Du coup, on n'a pas besoin d'apport d'engrais. Donc, c'est vrai que ça peut être une des solutions. Mais je le dis quand même et j'insiste, ça reste une petite niche. Donc, on a le marché. Cette année, les rendements ont été catastrophiques puisqu'on a eu un été très sec. Donc, les rendements sont très, très faibles et on ne va pas pouvoir assurer les marchés. Ça fait déjà 3 années consécutives. Donc, on a un vrai souci où on se dit qu'effectivement, on a besoin de faire de la recherche. On a besoin d'améliorer les variétés. Et puis, une vraie réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut produire de la lentille quand on a effectivement des étés un peu secs. On ne pourra pas arroser parce qu'en fait, on aura en fait de la rouille sur la lentille et puis bon, ça se couche, on peut pas après la ramasser, mais il y a une vraie réflexion au niveau de la recherche à avoir pour conserver cette lentille et pour la développer sur le département parce que 3 années de suite où les agriculteurs ont peu de revenus sur cette culture-là, on a toujours le souci de se dire les risques d'arrêter. Et voilà, donc on a besoin de la recherche et je pense qu'on a vraiment besoin de travailler tous ensemble. C'est vraiment un travail collectif qu'il faut qu'on puisse mener. Les agriculteurs, moi je pense qu'il ne faut pas monter les agriculteurs les uns contre les autres. On a tous de bonnes idées et c'est vraiment ensemble qu'on trouve les solutions. Et vous disiez aussi, parce que vous siégez également au Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne, et vous disiez qu'au sein du Conseil régional, du coup, vous aviez également développé des projets pour justement encourager les consommateurs de demain à consommer plus de légumineuses, plus de produits locaux, et donc pour, à terme, pouvoir espérer remettre ces cultures-là dans les rotations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet pour modifier nos habitudes de consommation? Tout à fait. Anne-Laure Sablé l'a dit, on a en France 17% de personnes obèses, soit 8 millions de personnes. Moi, je suis toujours très choquée quand l'été arrive et quand on est sur les plages et qu'on voit ces enfants, notamment, qui sont quand même un petit peu ronds et où on se dit, mais enfin, où est-ce qu'on va? Moi, je trouve que les Français mangent de plus en plus mal. Donc, on a à la région monté 2 plans. On a la région a du goût, donc qui est une valorisation de toutes nos productions régionales avec un soutien régional où on met en avant nos productions. Donc, il y a quand même des cahiers des charges, on fait très attention à ce qui est fait, et où on a des accords avec des distributeurs pour trouver des niches pour nos agriculteurs pour qu'ils puissent avoir un revenu correct. Et puis, on a au niveau des lycées et une démarche je n'ai pas été l'initiatrice, mais que j'ai beaucoup suivi, la région dans notre assiette. La région dans notre assiette, c'est que les enfants retrouvent le goût des aliments. Et puis, c'est de proposer des menus variés,
c'est aussi du marché pour nos agriculteurs. Hein. C'est un marché de 50, à la région, c'est 54 millions d'euros. Donc, c'est énorme. C'est 27 000 repas. Donc, c'est quelque chose, ça fait un gros marché. Mais c'est surtout pour que les enfants puissent avoir cette démarche et ce retour au goût. On fonctionne notamment dans les entrées avec des salades bars. C'est-à-dire que dans un menu, vous proposez des carottes râpées à des enfants, ben, ils ne vont pas forcément les manger. Du moment où ils les choisissent, parce qu'il y a une dizaine d'entrées au choix, de légumes, beaucoup, ou de charcuterie, les enfants vont les manger et on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Donc, pour moi, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante, qui est bien encadrée et où tout le monde s'y retrouve. Parce que c'est valorisant pour les équipes de la région de revenir et de reproposer des aliments et de recuisiner, parce qu'on était quand même beaucoup sur on achète un seau et on sert. Donc, ce n'est pas ça, le métier de cuisinier. Après, on a l'agriculteur. C'est valorisant pour un agriculteur de dire moi je fais des yaourts et voilà, ils sont mangés au lycée juste à côté de chez moi. Donc je trouve que c'est aussi, ça donne une niche à l'agriculteur, mais c'est valorisant pour lui. Et puis pour les enfants, bien sûr, et puis pour les lycéens, de leur faire reconnaître les productions régionales. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on comprend jusqu'ici, c'est quand même que les défis sont nombreux. Si en fait, finalement, on veut réduire autant qu'on voudrait les engrais minéraux, il faut mieux raisonner les apports d'azote, il faut développer les légumineuses, mais du coup, il faut aussi des consommateurs derrière. Peut-être, Ophélie Rissler, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on accompagne la SNBC sur le terrain, sur ses objectifs ambitieux et sur l'ensemble de ces volets, du coup Oui, tout à fait. Avant de répondre à votre question, je voulais juste aussi dire un petit complément sur la SNBC, c'est qu'évidemment, on a été obligé pour la transformation du secteur agricole, du système, à intégrer des hypothèses sur l'alimentation qui vont tout à fait dans le sens de ce que Madame Valentin a expliqué sur le terrain. Mais donc là, en hypothèse, et on a une alimentation qui est de plus en plus, qui suit en fait les recommandations de santé publique et qui, du coup, diminue l'apport en protéines animales, augmente l'apport en protéines végétales, et puis des hypothèses assez fortes aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire, ce qui permet de boucler d'une certaine manière le système pour avoir cette vraie transformation du système agroalimentaire et donc une division presque par deux des émissions du secteur agricole à l'horizon de 2050. Comment on fait pour accompagner la SNBC sur le terrain? Effectivement, la SNBC, c'est pas un objet de terrain. C'est vraiment une stratégie de long terme qui en plus n'a pas cette coloration, enfin cette ambition d'être une planification. C'est vraiment une ambition d'être un document qui réconcilie tous les enjeux de lutte contre les gaz à effet de serre dans un seul document et donc qui est transversal sur l'économie et qui porte la réconciliation de ces enjeux, une répartition des efforts entre guillemets ou des enjeux de réduction en fonction des secteurs et quelques recommandations de politique publique qui les accompagnent, qui colorent, enfin qui donnent, qui expliquent les hypothèses qui ont été prises. Ensuite, charge au secteur de faire la planification qui suit ces recommandations, puis qui met en œuvre. Peut-être juste une particularité vue de ma fenêtre, de la fenêtre climat, c'est que dans le secteur, donc dans les émissions de gaz à effet de serre, on peut diviser entre les émissions dites énergétiques qui sont plus ou moins, enfin presque que les émissions de CO2 et puis les émissions non énergétiques. Sur les émissions énergétiques, on a un document de planification qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui s'intéresse à la fois à comment on produit l'énergie et comment on réduit sa consommation dans les différents secteurs de l'économie, et qui est lui pour le coup un document de planification avec derrière des politiques publiques directement prises, des décrets, des appels d'offres pour la production d'électricité, etc. Et dans le secteur, dans les émissions non énergétiques et spécifiquement sur le secteur agricole, on n'a finalement, enfin, pas de document vraiment de planification qui viendrait appliquer, mettre en application la SNBC et être compatible avec ce document. Donc, il y a des idées pour aller dans ce sens-là, notamment dans certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat, de rendre compatible le document qui est le plan, le PSN, le plan, qui est la stratégie d'application de la PAC pour le secteur agricole. Mais voilà, c'était peut-être un peu
un sujet que je voulais soumettre au débat. En tout cas, du point de vue de la SNBC, ce que nous on fait, c'est un suivi via les indicateurs, soit de résultats de gaz à effet de serre, soit vraiment des indicateurs sectoriels. Mais ensuite, on n'est pas évidemment dans la mise en œuvre au ministère de la Transition écologique, notamment sur le secteur agricole, où c'est bien au ministère de l'Agriculture d'expliquer et de proposer les politiques publiques adéquates. Olivier Dauger, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un défi que vous lancez Ophélie Rissler, enfin vous et le ministère de l'Agriculture, mais et le climat justement était au cœur de votre dernier rapport d'orientation stratégique au sein de la FNSEA, et vous parlez des engrais d'ailleurs dans ce rapport-là, et vous dites notamment qu'il y a quand même un enjeu de souveraineté. Du coup, pour répondre à Ophélie Rissler, enfin, voilà, comment est-ce qu'on va vers une feuille de route précise et concrète pour le secteur agricole sur ce volet-là? Et puis, qu'est-ce que c'était du coup les enjeux autour de agriculture et climat pour vous dans le rapport sur ce thème des engrais? Le ministre, dans son petit mot, l'a bien dit, a bien posé le débat. C'est-à-dire que l'agriculture, elle est victime, cause et solution du climat. Donc, il faut qu'elle résolve. Elle est victime encore cette année. Elle est cause, elle émet, on l'a dit, il faut qu'elle. Mais elle est aussi solution, notamment pour capter plus de gaz à effet de serre ou apporter un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il faut avoir une véritable. C'était sous-entendu et dit, hein, une véritable vision un peu globale et notamment via l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'était les 4 pour 1000 du ministre Le Foll à l'époque. C'est augmenter, c'est rendre plus résilient l'agriculture, donc moins dépendant des phytos, moins dépendant de l'engrais par des systèmes d'assolement plus longs, par le retour des protéines. Je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par tout ça. Et puis, pourquoi pas aussi un retour de l'élevage dans certaines régions qui en ont moins aujourd'hui pour être plus en économie circulaire. C'est des vrais débats de société, c'est-à-dire est-ce qu'on va par l'exploitation idéale quelque part, c'est une exploitation de polyculture élevage si on la regarde au niveau agronomique, économie circulaire. Donc pourquoi c'est aussi un débat. Et cette approche d'agroécologie, ça permet de résoudre l'ensemble un peu des enjeux, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient de biodiversité, qu'ils soient environnementaux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il faut faire très attention, et ça a été dit par Madame la députée. J'ai entendu lentilles, petite niche. C'est là où je disais qu'il faut structurer les filières dans ma région, dans la Champagne. On commence à faire de la lentille, de ce genre de choses. Dans ma coopérative, on a 2 ans de stockage de lentilles. C'est pour vous dire la problématique des marchés. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter la lentille, il faut développer. Et surtout, il ne faut pas déstabiliser les filières qui existent, il faut s'appuyer dessus. Un autre exemple, hein, je parlais tout à l'heure des assolements, il faut penser à l'élevage aussi. Dans l'élevage, l'indépendance, la souveraineté protéique est un vrai défi aussi pour le monde de l'élevage. Et d'ailleurs, dans le plan protéines du ministre, on parle de ça. Il faut aussi voir que l'agriculture, ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout ou rien. On a beaucoup dit ces dernières années, il faut de l'élevage tout herbe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je peux vous dire que cette année, dans ma région, en tant que président de chambre, les éleveurs qui souffrent le plus au niveau alimentaire, ce sont les tout herbes, parce qu'il n'y a pas d'herbe du tout. Ils sont obligés d'acheter, ils n'avaient pas de stockage autre que l'herbe et leurs animaux dehors, donc ils sont obligés d'acheter. Ça montre que le climat entraîne un certain nombre de fragilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'herbe, bien au contraire, ça veut dire qu'il faut permettre à ces agriculteurs aussi d'avoir un peu d'alimentation de leur exploitation, sans doute, mais aussi les protéines de leur exploitation et de ne pas dépendre. Le dernier point que je voulais... Vous parliez de problèmes d'obésité oui, particulièrement sur le problème d'obésité. Je pense que c'est beaucoup plus lié aux produits transformés. Et voilà. Il faut réapprendre aussi, ça fait partie de l'éducation, aux produits de saison. Moi, je suis très produit de saison, produit de territoire, mais produits de saison. C'est là qu'ils sont les meilleurs. C'est là qu'on évite de les transporter. Moi qui fais souvent les courses, quand je fais mes courses, je vais soit dans les fermes à côté de moi, soit des machins. Mais voir dans les grandes surfaces aujourd'hui une grosse partie de la production biologique sous plastique, me pose question de l'intérêt de vendre du bio sous plastique. Ce n'est pas la peine. On sait que le plastique est une vraie problématique. Donc, on voit le problème. Donc, ça veut dire aussi que l'ensemble des filières doivent trouver les solutions de l'analyse de vie jusqu'au bout. Et je terminerai juste par ça. Dans le rapport du GIEC et la FAO, il est clair que le GIEC dit qu'il faut avoir un objectif de production réel assez fort parce qu'on a de moins en moins de terre, on a de plus en plus d'accidents climatiques et surtout, et on le voit là, on a de plus en plus de problèmes liés à des problèmes parasitaires, qu'ils soient végétaux ou animaux, par le réchauffement. On le voit cette année sur la jaunisse qu'on a en agriculture, hein, c'est un autre sujet, mais c'est dû au réchauffement en grande partie. On voit de plus en plus de parasites, ça veut dire que l'impact, les criquets en Afrique, ainsi de suite, qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, ça veut dire qu'il faut avoir un objectif de se dire qu'il faut optimiser au maximum, un maximum d'efficience
il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a en face de nous de plus en plus d'enjeux à résoudre. Anne-Laure Sablé, au sein des Amis de la Terre, vous pensez que bien sûr, donc il faut travailler sur les modes de culture, développer les protéagineux, enfin voilà, changer l'alimentation, mais vous dites aussi qu'il faudrait peut-être quand même dissuader les utilisations et la fabrication des engrais. Est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être vos propositions de ce côté-là? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'impulsion suffisante pour aujourd'hui réduire notre recours aux engrais chimiques. Donc ça, c'est une réalité à laquelle on doit répondre aujourd'hui dans les propositions de transformation. J'ai entendu le ministre dire dans sa vidéo de présentation que du coup, il y avait ce plan protéines avec il a utilisé le mot soutenu fortement avec 100 millions d'euros. C'est quand même une goutte d'eau sur un plan de relance de 100 milliards. L'agriculture qui reçoit à peu près 1 milliard et des broutilles, entre guillemets, pour un secteur qui émet quasiment 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, et on nous dit que la relance sera verte, ça pose quand même beaucoup de questions, en sachant que les projections, elles sont plutôt, il faudrait un soutien de plus de 1 milliard quasiment par an pendant 10 ans pour développer le secteur des légumineuses qu'on a abordé tout à l'heure. En parallèle de cela, il nous semble aussi problématique aujourd'hui qu'on puisse avoir un accès à des produits alimentaires très peu chers, mais aussi un accès pour les agriculteurs à des engrais de synthèse à un prix qui ne tient pas compte des externalités négatives sur l'environnement. Et ça, c'est une réelle problématique aujourd'hui, qui est de dire que finalement, les produits qui seraient apportés sur le marché en utilisant des engrais azotés de synthèse, des engrais chimiques, seraient beaucoup plus compétitifs que des produits qui n'en utilisent pas. Cette réalité-là, pourquoi est-ce qu'elle a lieu? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte à la fois des impacts sur l'air, sur l'eau, mais aussi sur les émissions de gaz à effet de serre de ces engrais chimiques qui nécessitent énormément d'énergie fossile pour être produits, il faut le rappeler, et qui ensuite ont vraiment un impact extrêmement important sur notre eau et notre air, que ce soit par les émissions d'ammoniac. Vos factures d'eau aussi à la fin de l'année sont clairement déterminées aussi par le niveau de nitrate qu'il peut y avoir dans votre eau, etc. Donc aujourd'hui, si on tenait compte réellement des externalités négatives de ces engrais sur l'environnement, dans leur prix, on arriverait aussi à infléchir derrière un choix de modèle agricole. Et c'est pour ça qu'on soutient aux Amis de la Terre 2 instruments de fiscalité. Un instrument qui concernerait d'abord les producteurs d'engrais, qui aujourd'hui échappent largement à toute taxation des pollutions qui sont liées, qui sont générées par ces sites-là. Je rappelle que depuis le début des années 2000, on consomme quasiment 3,5 millions de tonnes d'ammonitrate, donc les nitrates d'ammonium, ce produit qui a explosé dans le port de Beyrouth et qui sont stockés en France sur différents sites et qui aujourd'hui sont cause d'importantes pollutions pour les riverains et les riveraines de ces sites industriels-là. Donc, à notre sens, c'est important que les industriels prennent leurs responsabilités aussi et donc qu'il y ait une taxe qui s'appelle la taxe générale sur les activités polluantes qui leur soit appliquée et qui soit renforcée. Et ensuite, une deuxième partie qui est une redevance sur l'utilisation des engrais. Aujourd'hui, les engrais chimiques, on produit 1/3 sur notre territoire, principalement d'ailleurs les nitrates d'ammonium, et on en importe les 2/3. Donc, si on veut réellement s'occuper de l'ensemble des engrais qui sont appliqués sur nos terres agricoles, il est nécessaire aussi de mettre en place une redevance pour les pollutions qui sont générées par les engrais, donc les utilisateurs de ces engrais. Ensuite, il est important à notre sens que cette redevance-là, qui va générer des recettes, soit entièrement réaffectée à la transition agroécologique. Il est hors de question, effectivement, de venir rajouter une nouvelle pierre sur la tête des agriculteurs et des agricultrices sans derrière avoir un programme sérieux qui vienne soutenir la structuration des filières dont on a parlé. Donc, ça passe aussi par une révision plus forte de la PAC. Le ministre l'a assez peu rappelé, mais si aujourd'hui, on se retrouve à avoir beaucoup moins de subventions pour ces filières-là, c'est parce que quand on a signé les accords en 92, on a décidé aussi de limiter le nombre de subventions qui seraient données en Europe pour soutenir ces filières de légumineuses. Et depuis, on a décidé aussi de donner des aides qui sont ce qu'on appelle découplées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas régies par des choix de planification. Et comme le rappelait tout à l'heure Ophélie Rissler, il y a vraiment la question aujourd'hui de la planification qui se pose. Donc, ça demande tous ces investissements-là. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que cette redevance qui générera des recettes, elle permette ensuite d'enclencher une transition et de venir soutenir la transition pour utiliser davantage de légumineuses et d'engrais organiques et en ce sens, effectivement, soutenir la polyculture élevage et la fin de la spécialisation à outrance de certains de nos territoires. Et je finirai peut-être par un dernier point qui est que
Aujourd'hui, si cette redevance-là n'est pas mise en place, et pourtant c'est une proposition qui a été faite par la Convention citoyenne par le climat, donc c'est 150 personnes qui ont été tirées au sort, il faut savoir à qui cela va profiter. Et donc moi, ma question, elle est aujourd'hui, si Emmanuel Macron n'est pas en mesure d'appliquer cette mesure dite sans filtre, puisque c'est ce à quoi s'est engagé le président, j'aimerais savoir effectivement qui serait prêt à soutenir et à s'opposer à une telle mesure et dans quel but. Parce que pour nous, c'est une vraie problématique aujourd'hui qu'il faut répondre. On sait qu'il y a l'Inspection générale des finances qui propose cette redevance depuis plusieurs années. On sait qu'il y a France Stratégie qui propose cette redevance, l'OCDE, le CESE. On a tout un tas d'études qui existent déjà. Et pour autant, on sent quand même une réticence du côté du ministère de l'Agriculture à laquelle on aimerait évidemment avoir une réponse. Ophélie Rissler, on avait évoqué le sujet ensemble. Anne-Laure Sablé disait à l'instant aussi, attirer notre attention sur le fait que le processus de fabrication des engrais est quand même extrêmement polluant, mais du coup, ça pose la question du comptage, c'est ça, dans quel périmètre finalement on va calculer les émissions de ces engrais? Oui, c'est-à-dire que du point de vue des émissions dites directes, c'est-à-dire sur le périmètre des émissions qui serait le périmètre des émissions nationales sur lequel la France est redevable, pour le dire plus clairement, sur les émissions directes, la forme de l'engrais ne change pas pour la question des gaz à effet de serre. C'est très différent pour l'environnement local, mais pour les émissions de gaz à effet de serre, que l'engrais soit apporté sous forme de synthèse ou sous forme organique, ça n'a pas d'influence. Par contre, la fabrication des engrais de synthèse est un processus lui-même très émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, ces émissions, quand la fabrication se fait sur le sol français, elle est comptée dans les émissions de l'industrie. Mais néanmoins, pour le climat, que ce soit compté dans les émissions de l'industrie ou que ce soit compté dans les émissions de l'agriculture, enfin, tout ça compte pas. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on regarde la gaz à effet de serre, on prenne en compte l'ensemble des émissions du cycle de vie pour décider des politiques. Isabelle Valentin, du coup, donc on a plusieurs réactions. Isabelle Valentin, vous vouliez réagir sur cette question de la souveraineté des importations que soulevait un peu plus tôt Olivier Daugé Ah, votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, je dis c'est un vrai sujet. On impose à nos agriculteurs beaucoup de normes et beaucoup de contraintes et on laisse rentrer sur le territoire des produits qui sont importés et qui arrivent quand même à des prix défiant toute concurrence. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai choix politique pour limiter ces importations et pour favoriser en fait notre agriculture et nos productions. Donc oui, c'est un vrai sujet. Le deuxième, je voulais répondre. Je suis assez d'accord avec Anne-Laure Sablé quand vous dites qu'effectivement, 100 millions d'euros, comment est-ce qu'on va soutenir l'agriculture avec 100 millions d'euros? Je crois que si demain, on veut encore avoir des agriculteurs, et quand je dis demain, je pense plutôt à 10 ans ou à 20 ans, il faut soutenir massivement notre agriculture. On a un vrai sujet sur l'agriculture, c'est que notre main-d'œuvre en France coûte cher. On a besoin d'une baisse des charges sur le salariat. Avant, vous aviez une ferme, les parents travaillaient, les enfants travaillaient, c'était familial. Aujourd'hui, c'est terminé. Ça ne se fait plus, vous n'avez surtout plus le droit de le faire. Et on a de plus en plus de salariés dans les exploitations. On a besoin d'un vrai soutien national et une baisse de charges au niveau des salaires. Et je crois que effectivement, on pourra après être un peu plus compétitif. Donc, mais c'est un choix politique, c'est un vrai choix politique. Olivier Daugé, vous vouliez réagir également. Votre micro est coupé aussi. Excusez-moi. Dans le même sens de ce qui vient d'être dit sur les importations, je l'ai dit, mais je le répète, c'est-à-dire que c'est bien beau d'augmenter les charges ou les cahiers des charges chez nous. Si on continue à faire ce que l'on fait, ça ne sert à rien. Je prends un exemple concret qui existe aujourd'hui. Les OGM interdits chez nous, je ne reviens pas, c'est une décision, ça ne me choque pas du tout. Les OGM sont officiellement autorisés à la vente en Europe. Donc ça veut dire qu'en fait, on voit arriver des produits qui sont produits moins chers que les nôtres et qui officiellement, je dis bien qu'il y a des tampons européens pour l'autorisation, donc c'est officiel, c'est pas du sous-machin. Donc tant qu'on ne sera pas sorti de ça, on aura beau augmenter toutes les charges des agriculteurs français, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à affaiblir l'agriculture française.
Je rappelle que l'agriculture française, depuis 10 ans, la France importe de plus en plus d'alimentation depuis 10 ans, et aujourd'hui, on apporte plus de 50% de ce qu'on consomme. C'est quand même assez aberrant dans un pays qui est soi-disant le pays de l'alimentation pour beaucoup de gens dans le monde. Voilà, je pense qu'il y a une vraie... On peut avoir l'agriculture que l'on veut, que l'on souhaite, qui répond aux enjeux du climat, qui répond aux enjeux de la résilience, qui répond aux enjeux financiers des agriculteurs. Si on ne résout pas ce problème-là, c'est le premier point, parce qu'on parle des accords internationaux, le système aussi des grandes surfaces en Europe, c'est-à-dire que quelque part, ce type de production coûte un peu plus cher. C'est une réalité. Et c'est pour ça que dans la CNBC, on parle de moins consommer, de moins gaspiller. Ça fait partie aussi des enjeux, mais il n'empêche qu'il faut aussi expliquer aux gens que tout ça a un coût et que si on va toujours aux produits moins chers, aux produits transformés moins chers, aux produits moins chers, on sera content parce que l'azote sera cher en France, mais il n'y aura plus d'agriculteurs pour produire pour les Français. Donc je pense qu'il faut avoir cette vision aussi globale qui permet demain, voilà. Le deuxième petit point, on a parlé tout à l'heure des aides couplées, ce qu'on appelle les aides couplées, qui donnent un cap, je dirais, ou un axe de production. Le problème des aides couplées, c'est que les aides couplées sont toujours absorbées par l'aval, soit par les industriels, soit par la grande distribution, qui les intègre dans les négociations des prix. Donc, malheureusement, les agriculteurs, toutes les aides couplées qui existent, et il y en a eu en protéagineux, moi j'en ai eu en protéagineux, l'industriel vous dit dans la négociation, on met sur la table l'aide parce que pour nous, ça fait partie de votre marge. Donc, dans le partage des marges avec l'industriel, elle est inscrite et malheureusement, aujourd'hui, les grandes surfaces détiennent, je dirais, le pouvoir et surtout sont beaucoup plus forts en termes d'organisation que la production française, d'où la structuration. Attention à ne pas affaiblir encore plus l'agriculture française. Elle est particulièrement diversifiée encore. Protégeons-la en protégeant la façon dont on consomme derrière. Vous l'évoquiez, du coup, le marché des grandes cultures, effectivement, il est très concurrentiel au niveau international. Donc, la question des protéagineux pour remplacer les engrais, elle est peut-être délicate. Mais il y a un marché qui reste un marché de niche, peut-être destiné à certains consommateurs, mais dont on a peu parlé, qui est le marché bio, pour lequel, pour le coup, les engrais minéraux sont interdits. Peut-être, Anne-Laure Sablé, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles leçons vous tirez de l'expérience bio en matière de suppression des engrais de synthèse? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines études déjà qui montrent que sur les exploitations en agriculture bio, on a moins de surplus d'azote. Donc, ce que disait Ophélie Rissler tout à l'heure sur le fait qu'on avait un gros point d'attention sur le surplus d'azote dans nos sols parce que derrière, il y a d'autres enjeux liés à la contamination des eaux et également ensuite à des émissions dans l'air. Là-dessus, on a effectivement des chiffres intéressants qui viennent nous montrer qu'on a moins de surplus d'azote dans les exploitations en biologique. Et puis, souvent, on a effectivement beaucoup plus de recours justement aux rotations de culture avec des légumineuses pour pouvoir se passer de ces engrais minéraux. Donc, c'est effectivement, je pense, un retour d'expérience à mettre en valeur. Hein. C'est clairement un système qui peut se passer d'engrais minéraux. Donc, quand on dit on ne pourra pas nourrir le monde sans engrais minéraux, je pense que c'est intéressant aussi de déplacer le sujet avec est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir le monde, puisque finalement, on a des études aussi qui nous montrent que si on changeait de comportement alimentaire, de toute façon, même aujourd'hui, l'agriculture dite conventionnelle ne pourrait pas nourrir le monde si tout le monde consommait de la façon dont on consomme aujourd'hui dans les pays industrialisés. Il va falloir de toute façon réduire notre consommation, que ce soit de produits carnés ou laitiers. Alors, c'est vrai que dans le scénario de l'IDRI que je mentionnais tout à l'heure, on est beaucoup plus sur la réduction, par exemple, pour l'Europe, des productions de poulet ou de porc, pour garder aussi une place de l'élevage de ruminants, donc de vaches, notamment dans les prairies, et permettre aussi ce stockage de carbone et ce maintien de la biodiversité. Donc oui, effectivement, ce retour d'expérience, il est à valoriser, parce qu'on pense souvent à l'agriculture biologique égale agriculture sans pesticides de synthèse. En fait, l'agriculture biologique, c'est aussi et surtout sans engrais de synthèse. Et là, pour le coup, c'est un défi agronomique qui est très intéressant d'avoir opté pour cette voie. Et ça montre qu'effectivement, c'est possible à condition de faire évoluer les régimes alimentaires au niveau mondial pour pouvoir réduire notre niveau de production de l'ordre de, pour l'IDRI, on parle d'une baisse de production au niveau européen qui serait estimée à environ 35%, mais qui permettrait quand même de nourrir de façon saine et durable l'ensemble des Européens et de maintenir aussi une petite part d'exportation, non pas pour nourrir le monde, puisque la France n'a pas vocation à nourrir le monde. Chaque État doit
doit être en mesure de pouvoir assumer sa souveraineté alimentaire, mais par contre d'avoir des réserves en cas de crise alimentaire, etc., de façon beaucoup plus ponctuelle. Merci beaucoup, Anne-Laure. Du coup, on l'aura compris, de nombreuses idées autour de cette table, une trajectoire déjà définie par la SNBC assez ambitieuse, mais des enjeux tant sur le terrain, sur la consommation, au niveau du commerce mondial aussi à résoudre, ce qui pourra peut-être permettre de dénouer tout ça et d'avoir une vision un petit peu plus concrète. Ce sera la feuille de route, normalement, que devrait formuler le ministère de l'Agriculture sur la base de la SNBC, qui est attendue, a priori, que le Premier ministre lui avait demandé, qu'on attendra avec impatience dans les prochains mois. Sera attendu également, évidemment, le contour du fameux plan protéines annoncé dans le cadre de ce plan de relance. Et donc, je vous donne rendez-vous à tous pour suivre ces 2 rendez-vous-là. Merci beaucoup, du coup, à tous nos intervenants pour leurs apports. N'hésitez pas à contacter l'organisation si vous avez des questions ou souhaitez des compléments. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.